Coup de tonnerre au Malawi, la Cour constitutionnelle vient d'annuler les résultats de la présidentielle de mai 2019 qui donnait vainqueur Peter Mutharika. Les juges estiment fonder les requêtes déposées par l'opposition. En Centrafrique, les casques bleus reprennent le contrôle d'une ville située au sud du pays. Elle était aux mains d'une milice. Ses membres ont dû abandonner leur position. Et puis, les travailleurs des hôpitaux publics de Hong Kong sont en grève. Ils réclament la fermeture totale des frontières avec la Chine continentale. Ces hommes en blouse redoutent des cas de contamination du coronavirus. Mesdames, Messieurs, voilà donc pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est assez rare pour ne pas être évoqué. Ce lundi, la Cour constitutionnelle du Malawi a annulé les résultats de l'élection présidentielle de mai 2019 qui avait consacré la victoire du président sortant Peter Mutharika. Le tribunal siégeant dans la capitale Lilongwe a souligné que la commission électorale a bafoué un certain nombre de procédures électorales telles que donc édictées par la loi sur les élections présidentielles et parlementaires et la constitution du pays. La décision finale de la Cour est que les requêtes en annulation de l'élection présidentielle satisfont aux critères qualificatifs et quantitatifs de la Cour. Les résultats de la présidentielle donc de mai 2019 ont donc été annulés et en conséquence, la Cour a donc ordonné que de nouvelles élections auront lieu dans les 150 prochains jours. Et puis, on vient aussi de l'apprendre, notamment le décès de l'ancien président du Kenya. Il s'agit donc de Daniel Arap Moi, qui a donc dirigé le pays d'une main de fer. C'est donc de 1978 à 2002. Il est donc décédé à l'âge de 96 ans. On a annoncé notamment un membre de sa famille et une source gouvernementale. Au Cameroun, à présent, les partis politiques, les partis politiques et notamment les candidats s'activent donc pour les élections législatives et municipales qui auront donc lieu le 9 février prochain. La campagne bat donc son plein. Voyons ces images commentées par nos partenaires. Les premières élections législatives et municipales au Cameroun en 7 ans, prévues le 9 février, se dérouleront dans un contexte tendu. Des attaques djihadistes dans le nord et un conflit indépendantiste meurtrier dans l'ouest paralysent un quart du pays. Et alors que la campagne présidentielle s'était déroulée sans violence, des candidats aux municipales et législatives ont déjà subi des violences, kidnappings et incendies. Une trentaine de partis politiques, la plupart se réclamant de l'opposition, seront en lice pour 180 sièges de députés. Le parti de la majorité présidentielle, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui jouit actuellement d'une majorité écrasante de 148 députés, est le grand favori. Présents dans toutes les circonscriptions électorales, les candidats du RDPC n'auront pas de concurrents dans de nombreuses localités du pays. Principal parti d'opposition au Parlement avec 18 députés, le social-démocratique Front SDF avait menacé de boycotter les prochaines législatives, mais la direction s'est finalement résolue à y participer, même si des divergences persistent. Longtemps perçu comme un îlot de stabilité par rapport à certains de ses voisins d'Afrique centrale, le Cameroun fait depuis plusieurs années face à 2 crises meurtrières. Dans l'ouest du pays, les indépendantistes anglophones s'opposent à l'armée dans un conflit qui a fait plus de 3000 morts en 2 ans selon des ONG. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, promet la victoire de son parti à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Le chef de l'État ivoirien s'est prononcé sur le sujet à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux du RHDP. Le candidat du parti sera donc élu dès le premier tour, a-t-il précisé les détails. Le président de la Côte d'Ivoire rassure, son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, gagnera dès le premier tour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Je voudrais vous rassurer que les élections se passeront de manière apaisée, comme en 2015. Je vous en donne l'assurance. Je voudrais aussi vous dire que j'ai foi en la victoire du RHDP
au scrutin d'octobre prochain dès le premier tour, a déclaré Alassane Ouattara pendant la cérémonie de présentation de vœux du RHDP, parti au pouvoir. J'ai foi en la victoire du RHDP parce que nous sommes le plus grand parti, le seul parti qui couvre l'ensemble du territoire national, a-t-il martelé, annonçant une réunion en février pour arrêter la date de la désignation du candidat du parti. Ouattara a également salué la composition consensuelle de la commission électorale indépendante, cet important instrument de notre démocratie en charge du scrutin. Et pourtant, l'opposition a une nouvelle fois rejeté samedi la composition de la CEI. Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo, n'aura de cesse sans faiblesse et avec détermination de réclamer un organe électoral consensuel. La CEI actuelle est inféodée au pouvoir RHDP. Elle ne peut organiser des élections crédibles dans notre pays, a affirmé son président au cours de meetings dans le quartier populaire de Yopougon. Alassane Ouattara, âgé de 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, laisse planer le doute sur son éventuelle candidature à un troisième mandat. La constitution ivoirienne n'autorise que 2 mandats, mais Ouattara estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. Et on évoque la libération d'une ville au sud de la Centrafrique, une ville qui était aux mains d'une milice, les Casques Bleus de l'ONU. La Commission des Nations Unies ont donc en effet contraint le groupe armé à abandonner ses positions d'après le porte-parole de la MINUSCA. Les détails. C'est l'opération militaire baptisée Mokiri, qui veut dire en français « Toi, dégage », qui a permis aux Casques Bleus de la MINUSCA à tenir en échec l'UPC. Ce groupe armé a dû abandonner ses positions au centre d'Alindao, en Centrafrique, et à mettre fin à toute circulation de ces éléments armés dans la ville. Dirigée par Ali Darassa, l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, est l'un des principaux groupes armés du pays. Ces éléments sont présents sur une large partie du territoire de Bambari, au centre du pays, jusqu'à la frontière avec le Soudan du Sud. Alindao a été durement touché par les exactions des groupes rebelles. Les miliciens de l'UPC y avaient tué une centaine de civils en novembre 2018, selon l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. En janvier, de violents combats avaient opposé dans cette ville des militaires centrafricains et des combattants de l'UPC, faisant 3 morts et une dizaine de blessés. Le gouvernement centrafricain avait enjoint à l'ONU de réagir, appelant à des sanctions. Malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, dont l'UPC en février 2019, les milices rebelles continuent de prélever des taxes grâce aux barrières érigées sur les axes routiers. Près des 2 tiers du territoire centrafricain échappent toujours au contrôle du pouvoir central. La Centrafrique est ravagée par un conflit depuis qu'une coalition de groupes armés a renversé le président François Bozizé en 2013. En 2019, 74 000 tentatives d'immigration irrégulière au Maroc vers l'Espagne ont été interceptées par les forces de l'ordre marocaines, selon le directeur chargé de la sécurité des frontières de l'immigration au sein donc du ministère de l'Intérieur. Ces derniers mois, les efforts des autorités marocaines ont donc permis de réduire considérablement le flux. Écoutons ces précisions. En 2019, le Maroc a renforcé son dispositif de lutte contre les réseaux de trafic parce que la pression qu'on avait sentie depuis 2017-2018 est restée soutenue. Notre bilan est très positif puisqu'on a pu réduire les arrivées sur les côtes espagnoles d'environ 60%. Mais ça ne veut pas dire que la pression de notre côté a baissé. C'est le nombre d'interceptions. Cette année, on a terminé le bilan avec à peu près 74 000 interceptions, 74 000 tentatives d'émigration irrégulière vers l'Espagne ont pu être avortées par nos services de l'ordre. Et donc, ce chiffre montre quand même que la pression, elle est toujours là, mais que le Maroc est en train de juguler ces flux irréguliers qui, rappelez-vous, ont été réorientés de la route centrale qui passait par la Libye vers le Maroc depuis quelques années. Et bien sûr, nous avons initié une coopération que nous estimons aujourd'hui très positive avec notre partenaire européen qui est l'Union européenne, qui s'est traduite par un appui en 2019 de 140 millions d'euros, dont 70 millions en appui budgétaire. C'est un début, comme je disais la dernière fois,
Tout dernièrement, nous avons signé un autre accord qui porte sur 100 millions d'euros. Pour nous, c'est un très bon démarrage, puisque ça nous permet de travailler en étroite collaboration. Des centaines d'employés des hôpitaux publics de Hong Kong observent un arrêt de travail. Ils réclament la fermeture des frontières avec la Chine continentale. À la base, la recherche de solutions pour réduire le risque de propagation du nouveau virus, le coronavirus. 15 cas de contamination par cette épidémie de pneumonie virale étaient confirmés lundi sur le territoire hongkongais, dont beaucoup provenaient de Chine, où le virus a fait plus de 360 morts. Le mouvement de débrayage, suivi par du personnel médical non indispensable, intervient alors que le gouvernement, fidèle à Pékin, s'est refusé à fermer complètement sa frontière avec la Chine continentale. Les autorités estiment qu'une telle mesure serait discriminatoire, préjudiciable pour l'économie et contraire aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui est le premier jour du plan de grève de notre syndicat. Notre revendication consiste à demander à la direction de l'autorité hospitalière à faire pression sur le gouvernement de Hong Kong pour qu'il ferme la frontière. Si le gouvernement agit assez rapidement pour fermer la frontière, l'épidémie, la possible situation d'épidémie à Hong Kong pourrait être évitée. Je pense donc que la plupart des membres de notre syndicat sont très mécontents de la lenteur de la réaction du gouvernement. La population hongkongaise demeure profondément marquée par l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère SRAS qui avait fait 299 morts en 2003 sur le territoire. Pékin avait alors tardé à donner l'alerte. Les grévistes étaient lundi des membres du personnel n'effectuant pas de tâches essentielles. Il est annoncé que d'autres membres du personnel, notamment des médecins et des infirmiers travaillant dans des services d'urgence, rejoindraient le mouvement mardi si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CKTV. Au revoir.